Donc, 1834, la situation semble sans issue dans la vallée du Saint-Laurent. Les patriotes euh, ont envoyé leurs 92 résolutions en Angleterre en espérant que l'Angleterre accorde davantage d'autonomie à la colonie, accorde davantage de pouvoir à ceux qui représentent la majorité de la population. Mais cette réponse-là, elle va tarder à venir. C'est seulement au mois de mars 1837 que euh, le ministre des colonies, Lord Russell, va répondre. Donc, qu'est-ce qui se passe entre cette fin de 1834 et le début de 1837? Ça devient important pour comprendre les rébellions. Il y aura une mobilisation tant de la part de ceux qui s'opposent au gouvernement que du côté de ceux qui appuient le gouvernement. C'est un petit peu ça qu'on va essayer de comprendre, ce qui se passe durant ces années 1834, 35, 36 et le début de 1837. D'abord, écoutez, on ne peut pas réduire la lutte des années 1830, des années 1830 à des groupes ethniques. Tant du côté des patriotes, il y aura des Britanniques, des gens d'origine britannique qui vont appuyer le mouvement patriote, que du côté des loyaux, il y aura une certaine élite francophone qui va appuyer le mouvement loyaliste. Mais, par contre, il y a une dimension qui est quand même intéressante. Si on regarde l'origine des chefs patriotes, par exemple, on s'aperçoit que 37 des chefs patriotes sont avocats ou médecins. Un autre 18 viennent du groupe des marchands. Chez les Britanniques, les leaders du mouvement loyal, donc ceux qui appuient le gouvernement, ben, ce sont des entrepreneurs, des marchands ou encore donc des professionnels. En tout et partout, si on regarde, c'est à peu près 85 des chefs patriotes qui sont des francophones et 87 des loyaux, ce sont des gens d'origine anglophone. Donc, on ne peut pas réduire le mouvement des années 1830 à une dimension ethnique, mais on ne peut certainement pas l'écarter. Bon, si on regarde la mobilisation loyale, il y en a une qui s'organise effectivement entre 1834 et 1837. Ce que vous voyez là, le tableau, la carte qu'on vous montre là, ça nous montre qu'à différents endroits, il y a des activités qui vont s'organiser. Comme par exemple à Montréal, on s'aperçoit qu'entre 1834 et 1837, il y a 721 activités. Donc, ce sont des rassemblements, des groupes, différents groupes qui vont se rassembler, se réunir et faire une espèce de profession de foi au gouvernement. Il y a des organisations qui vont se créer, comme par exemple la Montreal Constitutional Association. À Québec, il y aura la Québec Constitutional Association qui vont proposer toutes sortes de solutions à la crise qui sévit dans la vallée du Saint-Laurent. Certains vont même parler d'annexer le Haut et le Bas-Canada. Certains vont même parler uniquement d'annexer Montréal avec le Haut-Canada, justement pour calmer les tensions. Il y aura aussi un groupe qui va se former durant ces années-là. Il s'appelle le Doric Club. Donc, c'est un groupe de citoyens. Donc, officiellement c'est pas officiellement encadré par l'État, mais donc c'est un groupe de citoyens à Montréal qui se forme, qui s'organise, qui se fait des rencontres, fait des manifestations dans les rues, fait des réunions et on va proclamer haut et fort l'appui au gouvernement et surtout, il va y avoir un discours de la part de ce Doré Club qui est, ma foi, assez dur, voire même presque violent à l'endroit des patriotes. Et il y aura donc certaines activités, notamment en 1837, où on aura justement des grands rassemblements. À Québec, 5000 personnes au mois de juillet 1837. À Montréal, le 23 octobre, 7000 personnes se réunissent pour justement proclamer son appui au gouvernement et pour dénoncer le mouvement patriote. Chez les Patriotes, ben oui, tout au long des années entre 1834 et 1837, il y aura plusieurs activités. Comme je l'ai dit dans l'autre capsule, le Parti patriote commence à montrer vraiment les premiers signes d'un véritable parti politique. Il y a un conseil central à Montréal euh, qui donne les directives. Ces directives sont relayées dans les différents comtés. On donne une marche à suivre et tout sera suivi. Donc, véritablement comme un vrai parti politique. Mais chez les patriotes, les choses le mouvement, la radicalisation du mouvement va vraiment s'amorcer avec les résolutions Russell qui arrivent dans la colonie en mars 1837. Essentiellement, ce que dit Lord Russell dans ses 10 résolutions, ben, essentiellement, c'est qu'il rejette complètement du revers de la main toutes les demandes patriotes faites à travers les 92 résolutions et en même temps aussi en profite pour retirer à la Chambre d'Assemblée, qui ne siège plus depuis 1834, en profite pour retirer à la Chambre d'Assemblée tous ses pouvoirs, c'est-à-dire notamment le contrôle du revenu des taxes et le droit de voter le budget annuellement. Et donc, on peut s'y attendre. Donc, le mouvement patriote, on espérait de la part de l'Angleterre une certaine ouverture
Mais finalement, à partir de mars 1837, ben, les éléments les plus modérés des patriotes, je pense ici à La Fontaine, je pense ici à Augustin Norbert Morin, je pense à Louis-Hippolyte Lafontaine, ces éléments-là plus modérés vont commencer à être dépassés par une branche plus radicale. On en a vraiment soupé du gouvernement anglais et à partir de ce moment-là, on va avoir une accélération justement des choses. On va avoir une radicalisation véritablement du mouvement patriote. Et là, on va commencer à avoir, à compter du printemps 1837, toute une série d'assemblées publiques qui vont devenir de plus en plus, c'est ça, ben, le mot est là, sont de plus en plus radicales. Je vous montre la même carte que du côté anglophone, mais là, ce qu'on va voir chez les patriotes, ben, le mouvement patriote va avoir certains châteaux forts. On parle ici de Montréal et de la région de Deux-Montagnes, notamment Saint-Eustache. Il y aura plusieurs assemblées, plusieurs activités publiques qui vont être organisées pour dénoncer le gouvernement. Et l'autre château fort, finalement, du mouvement de patriotes, ben, c'est la vallée du Richelieu, tout un ensemble de petites communautés durement touchées par la crise agricole où le ressentiment à l'endroit du gouvernement anglais et du gouvernement colonial est extraordinairement fort. Mais là, je parlais d'assemblées qui s'organisent, commencent à s'organiser à compter du printemps de 1837. Bien là, on va avoir un certain nombre d'assemblées qui vont être assez marquantes. Notamment l'assemblée de Saint-Ours du 7 mai 1837, où 1200 personnes se réunissent. C'est énorme, 1200 personnes, parce que là, ici, on ne parle pas de grandes agglomérations urbaines, on parle plutôt de petites communautés, de petits villages. Et là, ben, ce sont des gens de tous les alentours qui vont se réunir. 1200 personnes qui se réunissent. Et là, ben, il y aura une série de résolutions qui seront adoptées lors de cette assemblée-là, série de résolutions qu'on va appeler éventuellement la déclaration de Saint-Ours. Alors, c'est un peu comme ça pourrait s'apparenter d'une certaine manière à ce que à la déclaration du Congrès continental aux États-Unis en 1774, où on commence à s'opposer au régime anglais véritablement et que ça avait mis en branle le mouvement d'indépendance aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette déclaration de Saint-Ours? Ben, d'abord, évidemment, on dénonce haut et fort les résolutions Russell. Et on annonce aussi que le Parlement anglais ne peut légiférer dans les affaires du Canada, que d'une certaine manière, le gouvernement anglais aurait brisé, violé une espèce de contrat social avec les Canadiens. Et aussi, on réclame le droit d'occuper des terres vacantes, les fameuses terres de la couronne. On pensait que c'était peut-être une solution en tout cas, c'était une solution pour essayer de contrer les effets de la crise agricole. Donc, essentiellement, ce que réclame la déclaration de Saint-Ours, ce que dit la déclaration de Saint-Ours, on veut nettement une plus grande autonomie pour la colonie du Bas-Canada et voire même que le Bas-Canada pourrait s'administrer lui-même. Ce qui est fort intéressant, c'est que dans les jours et les semaines qui vont suivre, d'autres grandes assemblées vont avoir lieu. Je pense ici à Saint-Laurent, à Montréal, où encore 1200 personnes vont se réunir le 15 mai. On approuve la déclaration de Saint-Ours, encore une fois, de façon assez claire. Ensuite, c'est à Sainte-Scolastique, où 2000 personnes vont se réunir et on va, encore une fois, entériner la déclaration de Saint-Ours. On pourrait parler de la, 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 la rencontre de Berthier où 4000 personnes vont à l'appuyer le mouvement patriote. C'est énorme, je reviens encore là-dessus. Ce ne sont pas des grands centres urbains, ce sont des petites communautés rurales, des gens qui se réunissent et qui manifestent leur ras-le-bol face à l'État britannique et voire même donc réclament encore davantage, voire même peut-être de plus en plus l'indépendance du Bas-Canada. Donc, il y a un écœurement vraiment assez grand par rapport à ça. Donc, comment réagit le pouvoir anglais suite à cet ensemble d'assemblées publiques qu'il va y avoir au printemps? Bien, le 15 juin, Lord Gosford, le gouverneur de la colonie, va interdire les assemblées publiques. Ça va peut-être calmer certaines ardeurs pour quelques semaines, mais le mouvement ne s'arrêtera pas là. Aussi, ce que fait Gosford va commencer à faire venir des soldats en provenance du Nouveau-Brunswick au milieu de l'été, dans le but éventuellement de contrer ou d'essayer d'écraser ce mouvement qui se fait de plus en plus insistant. Gosford va aussi beaucoup s'appuyer sur son chef des États, son chef des armées, en fait, John Colborne, un général. Il est le chef des armées des deux Canada, le Haut et le Bas-Canada, mais là, lui, il revient à Montréal au cours de l'été 1837. C'est John Colborne, c'est Lord Seaton. Rapidement, les Canadiens vont déformer son nom et on va l'appeler Lord Satan. Euh, et surtout, Colborne, ben là, va organiser un peu les armées dans le but éventuellement de réprimer ce mouvement-là. Mais aussi, Colborne, ce qu'il va faire, c'est qu'il va encourager
certaines associations à mieux se structurer, à s'organiser, notamment le fameux Doric Club de Montréal. Et donc, cette radicalisation-là, elle s'en vient tant du côté des loyaux que du côté des patriotes. Elle est là, l'attention est vraiment très grande. Les assemblées publiques vont se poursuivre, malgré les interdictions, beaucoup de tensions, comme je vous l'ai dit. Et là, ben, quand on parle de radicalisation du mouvement patriote, on va le voir, par exemple, en fait, on va adopter la stratégie qu'avaient adoptée les révolutionnaires américains durant les années 1770. Le mouvement patriote annonce, par exemple, un grand mouvement de boycott des produits anglais. On va s'habiller, on va commencer à s'habiller, comme on dit, en étoffe du pays. On va arrêter d'acheter des produits qui viennent d'Angleterre. On va se vêtir avec des vêtements produits ici. La fameuse ceinture fléchée, par exemple. Donc, des vêtements avec la glaine un peu plus grosse, un peu moins chic. On va peut-être essayer de boycotter des produits comme le thé ou le café ou certains alcools qui proviendraient de l'Angleterre. Le but, comme l'avaient fait les révolutionnaires américains, c'est de faire mal au portefeuille des marchands anglais. On va voir aussi, un peu comme ce qui s'était passé aux États-Unis durant les années 1770, c'est des charivaris, c'est-à-dire des espèces de démonstrations de colère à l'endroit de certains personnages publics. Je pense par exemple dans des villages où on pouvait aller s'attaquer aux résidences, par exemple des juges de paix, les espèces de chefs de police qu'il pouvait y avoir dans les villages qui avaient été nommés par l'État. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va lancer des briques, des œufs, des pierres sur la maison, on va chahuter, on va faire un bruit immense. Tout ça pour déstabiliser d'une certaine manière tous ces fonctionnaires qui sont liés au pouvoir colonial. Mais surtout, peut-être en réponse justement à la formation du Doric Club qui est encouragé par John Colborne, on va voir la formation des Fils de la Liberté. Encore une fois, c'est un modèle qui est calqué sur les Sons of Liberty qui avaient été créés durant les années 1760, avant la Révolution américaine. Donc, à la fin de l'été 1837, deux individus, André Ouimet et Thomas Storrow Brown, vont convoquer une réunion à l'hôtel Nelson sur la place Jacques-Cartier et on va annoncer la formation de cette nouvelle organisation où on cherche à regrouper des membres qui deviendraient peut-être d'une certaine manière, on pourrait presque dire, une espèce de bras armé au mouvement politique des patriotes. Et on annonce éventuellement la tenue de certaines réunions et rencontres et peut-être certains entraînements militaires qui seraient liés à ça. Donc, à terme, au début de l'automne 1837, ben, ce qu'on va voir, c'est que les Fils de la Liberté vont regrouper 700 à 800 membres. Ils seront très vocaux, ils seront très actifs, malgré les interdictions de rassemblement dans les lieux publics. Et là, ben, on peut voir donc des partisans du gouvernement qui sont très excités, des partisans patriotes qui sont très excités. Alors, on peut voir qu'il y a un affrontement véritablement qui s'en vient. Juste pour vous donner un exemple, en fait, c'est ça, à partir du moment où les Fils de la Liberté sont créés, ben, ils seront plus actifs. Et là, on va voir justement une radicalisation à partir de la fin du mois d'octobre, une accélération, je devrais plutôt dire, des événements à partir de la fin du mois d'octobre. Le 22 octobre, dans un endroit qu'on appelle la Côte à Baron, donc autrement dit à l'ombre du clocher de l'église Saint-Jacques, et l'église Saint-Jacques, ça fait partie de votre environnement, ce clocher qui est intégré maintenant à l'ensemble de l'UQAM, donc sur la rue Saint-Denis. Donc, à l'ombre de ce clocher-là, des, euh, des membres des Fils de Liberté vont faire une démonstration particulièrement bruyante. Et là, quand je parle d'accélération, ben, là, on y va. Le lendemain, le 23 octobre, il y a la célèbre Assemblée des six comtés. Donc, ça se passe à Saint-Charles, dans la vallée du Richelieu. Et là, ben, c'est environ 6000 personnes qui vont provenir des comtés avoisinants. Et là, ben, les principaux leaders patriotes vont venir faire des discours. Et des discours l'ensemble des résolutions qui seront adoptées lors de cette assemblée, ça ressemble étrangement au préambule de la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Donc, on n'est plus simplement en train de demander ici un gouvernement responsable, on est plutôt en train de réclamer une autonomie presque complète du Bas-Canada. Rappelons qu'à Montréal, la même journée, le 23 octobre, il y avait eu ce grand rassemblement loyal dans la ville. Donc, vraiment, il y a un état de tension extrême, extrême, extrême dans, et on ne sait pas trop
où on s'en va à ce moment-là. On va rajouter une autre couche à tout ça. Un acteur dont on n'a pas beaucoup parlé encore, mais là, le 24 octobre, le lendemain de l'Assemblée des six comtés, le lendemain du grand rassemblement loyal à Montréal, bien, il y a le clergé catholique qui va finir par prendre position. Alors ici, ça va se faire par la voix de Monseigneur Lartigue, qui est l'évêque de Montréal. Lui, il va d'abord dire qu'il faut s'opposer à toute forme de soulèvement. Suivant la logique, cette logique qui dit que le pouvoir politique émane de l'autorité divine et donc s'opposer au pouvoir politique, c'est aller contre l'autorité de Dieu. Par conséquent, Monseigneur Lartigue va menacer d'excommunier tous ceux qui participeraient à un éventuel soulèvement. L'excommunication, c'est peut-être la pénitence la plus grave que peut imposer le clergé, c'est-à-dire que maintenant, une personne qui est excommuniée n'a plus accès au sacrement, donc ultimement n'aurait plus accès à la vie éternelle. Appelons ça comme ça. Donc, le clergé s'interpose, c'est très bien. Donc, on est le 24 octobre, les choses vont continuer à aller de l'avant. Lord Garsford, voyant la situation se détériorer, bien, le 5 novembre 1837, il va interdire les parades à Montréal. Donc, autrement dit, ça visait peut-être directement le Doric Club très actif, surtout après l'événement du 22 octobre à la Côte-à-Baron. Et d'une certaine manière, ça peut peut-être essayer de viser aussi le Doric Club. Mais tout ça pour dire que le 5 novembre, Lord Gosford interdit les parades à Montréal et, comme vous pouvez peut-être vous en douter, ça n'aura pas nécessairement un très grand impact. Dès le lendemain, il y aura dans les rues de Montréal, en plein cœur de Montréal, un affrontement qui va véritablement amorcer le début justement du mouvement de soulèvement, le mouvement des rébellions. Donc, le 5 novembre, Gosford interdit les parades à Montréal et là, véritablement, la table est mise pour passer à l'étape suivante.